Madame la présidente de l'école, monsieur le président de Système-X, mesdames et messieurs, tous en vos grades et qualités, je suis ravi. Mais avant de commencer mon propos, je voulais juste vous dire que quand je suis arrivé devant l'entrée de cette école, j'ai noté une énorme dissonance entre son nom, École normale supérieure, et la qualité de ce que j'ai vu. Donc je vous propose de la rebaptiser École exceptionnelle supérieure. Ça fera un peu de bruit, ça fera de la presse, vous verrez, ça marchera, c'est sûr, et tout le monde le remarquera. En tout cas, bravo, c'est une école qui est à l'image des talents qui y travaillent et qui forment tous ces étudiants, et en transparence, en qualité et en beauté, donc, parce qu'il faut aussi beaucoup de beauté dans la science, on l'oublie trop souvent. Alors, maintenant, je suis venu là pour Système-X. Je ne suis pas venu pour l'école, mais je reviendrai, hein, je vous rassure, pour l'école normale. Donc pour Système-X, bon anniversaire bien sûr, mais je ne suis pas venu simplement comme on viendrait pour dire, comme on est le financeur, on est obligé de parler en premier. Bien au contraire. Bien au contraire, je dois vous dire que dans les IRT, il y a des IRT remarquables qu'il faut souligner, et Système-X en fait partie. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans mon propos. Mais je voudrais le réinscrire dans une stratégie gouvernementale qui me semble importante à souligner, parce qu'on a toujours un peu tendance à segmenter, à siloter des politiques générales gouvernementales et puis des applications dans le domaine de ce qu'on appelle la société civile, qu'elle soit industrielle ou pédagogique, éducative ou de recherche. Et en fait, on est à ce moment très particulier du monde, et on vit ce moment. On n'a peut-être pas tous conscience, mais on vit ce moment d'une véritable métamorphose. Moi, je ne parle même pas de transformation, je ne parle même pas de transition, je parle d'une véritable métamorphose, cette métamorphose tenant son origine dans une transformation d'abord énergétique. Nous avons vécu depuis quelques centaines d'années, depuis le milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, le début du XIXe dans notre pays, ce qu'on appelle maintenant dans les livres d'histoire la révolution industrielle, qui est à l'origine une révolution énergétique. L'arrivée de ce qu'on appelle désormais les énergies fossiles a bouleversé à la fois les sciences, la chimie et bien d'autres, le pneumatique, la création des mobilités nouvelles, jusqu'aux avions, aux véhicules, et par là même, à travers ce bouleversement scientifique, cette démultiplication qui a permis l'ère, ouvrez les guillemets, de la machine, eh bien, on a transformé fondamentalement le corps social. Et si vous regardez un petit peu l'histoire du monde, on a vu aussi que ça a bouleversé les méthodes éducatives, évidemment la valeur travail. Ça a eu quand même des conséquences dans la vie quotidienne des gens qui ont été profondes. Et voilà qu'arrive un moment du monde où à la fois il y a une prise de conscience qu'il n'y avait pas que dans ce progrès, il n'y avait pas que du bien, il y avait des choses à régler, notamment on voit bien les impacts qu'ont ces énergies fossiles sur notre planète avec le changement climatique, avec évidemment un sentiment d'urgence objective, parce qu'on voit bien que ça va beaucoup plus vite que prévu, et en même temps on est conscient des masses considérables d'êtres humains. Je crois que ce matin au compteur 9 milliards, dont certains pays qui ne cherchent qu'à, et des pays qui en poids humain sont très très lourds, des territoires, des continents, l'Inde, la Chine, l'Afrique, disent mais nous aussi on a envie de rejoindre ce monde d'un certain confort, sans parler d'abus de confort. Donc il fait qu'il y a un déséquilibre objectif de leur en tout cas un déficit aujourd'hui de leur consommation énergétique qu'ils rattrapent comme ils peuvent. Et puis, à côté de cette prise de conscience, les découvertes successives d'une nouvelle forme d'énergie qu'on connaît depuis très longtemps, mais sous une forme, j'allais dire, limitée jusqu'à, en gros, la fin de la guerre, un peu plus tard, les années 60, qui était l'énergie électrique. Et si j'en parle, c'est parce que c'est à la fois une énergie de puissance, et on voit aujourd'hui qu'elle atteint des puissances comparables à celles du thermique, avec des rêves d'avions électriques, des rêves de transport lourd électrique, de bateaux électriques, de cargos électriques. Mais elle a également, et c'est ça la grande force de cette énergie, c'est une énergie de puissance et c'est une énergie de connaissance. C'est une énergie de connaissance parce qu'elle amène le numérique.
Et donc, elle amène une nouvelle dimension dans la transformation du monde. Il y avait une dimension qui était celle de la machine, qui a augmenté après la génération de l'outil qui était amélioré la qualité de la dextérité humaine. La machine a augmenté la force et la puissance des transformations humaines. Nous rentrons dans une nouvelle ère où le numérique, et par là même probablement ce qu'on appellerait génériquement les robots, vont s'intéresser à augmenter, à décupler notre intelligence sous différentes formes. Et si je commence mon propos par celui-là, c'est pour dire que les organisations comme Système X sont en fait des passeurs. Ils sont des passeurs parce que nous avons des sociétés, et nous sommes dans ce moment social où nous devons faire un deuil. C'est compliqué, un deuil. Nous devons faire un deuil d'une forme de sociale, d'une forme d'organisation sociétale où nous avions une habitude, nous avions des certitudes. Et au-delà des crises objectives importantes que nous vivons, au-delà des crises politiques régulières que nous pouvons constater, bien, ce sont les expressions soit de certains dénis, de freins, à refuser d'entrer dans cette nouvelle organisation sociale, soit de négociations, où on fait les choses à moitié, d'où, objectivement, les demandes de certains nombres de personnes dans le corps social de dire ça ne va pas assez vite, soit de colère, très souvent, en rébellion sur ce qui se passe parce qu'on ne sait plus l'exprimer, parce qu'on ne le comprend pas forcément. Et j'espère un jour que nous atterrirons sur une forme d'acceptation. Et l'intervention de l'État dans ces situations-là est essentielle. Elle n'est pas essentielle sur un plan politique-politicienne. Elle n'est pas essentielle sur un plan idéologique. Elle est essentielle pour dérisquer toute audace d'essayer d'avancer dans ces situations complexes. Parce que ce qu'on sait, c'est que dans ces turbulences de l'incertitude, il ne faut pas forcément garder un cap, mais en tout cas, il faut prendre des décisions et les corriger et gagner en agilité. Vous avez parlé tout à l'heure de ces prises de décision, d'aide à la prise de la décision, elles sont assez essentielles. Et donc, vu que ce monde se complexifie de plus en plus, on sait que les solutions et les méthodologies de prise de décision vont devenir de plus en plus compliquées et vont faire intervenir des systèmes, appelons-les encore une fois robotisés, pour être génériques, entre le hardware et le software, des systèmes auxquels nous allons devoir faire confiance. Est-ce que je monte dans un véhicule autonome en fermant les yeux et en disant « il saura bien ce qu'il faut faire », voilà un niveau de confiance au niveau du vulgus pecum de la rue, au niveau du grand public, qu'il va falloir véritablement gagner. Là, on n'est pas dans l'IA de confiance théorique. On est dans l'IA de confiance, est-ce que je ne vais pas mourir dans un véhicule autonome ? Vraie question. Alors, ils le vivent déjà. Pour vous, certains d'entre vous, quand vous prenez les lignes automatiques du métro parisien, vous confiez votre vie à une machine qui va simplement, j'allais dire, c'est d'une façon linéaire, mais qui va décider quand elle s'arrête, où elle s'arrête, quand elle ouvre les portes, quand elle les ferme, si elle freine pas. Donc, d'une façon inconsciente, on l'intègre. Quand c'est une voiture dans la rue, dans un paysage encore plus complexe, avec des enfants qui traversent la route, avec des chiens, avec des gens qui peuvent avoir des attitudes erratiques, on se dit « Ouh là là, c'est beaucoup trop compliqué ». C'est le même schéma mental. Et donc, les recherches qui sont menées, les normalisations que vous nous avez expliquées, le Mozart, etc., sont absolument essentielles pour expliquer à la société que oui, il y a un certain nombre de personnes, des chercheurs, des gens qui sont en sciences fondamentales, en sciences appliquées, des industriels, anticipent comme des passeurs cette transformation de la société. Et donc, c'est pour ça que je voulais être là. Je voulais être là pour vous expliquer que quand vous avez décrit vos axes, donc je répète, IA de confiance, vous avez cité ChatGPT. C'est bien qu'il y ait un ChatGPT. C'est bien parce qu'il provoque suffisamment l'imaginaire pour que les gens commencent vraiment à se dire « mais l'IA, ça veut dire quelque chose ». Jusqu'à maintenant, c'était quand même réservé à une élite, l'IA. C'est un peu compliqué. Moi, j'ai connu le temps des systèmes experts. Je suis un peu plus vieux que la plupart des gens qui sont dans cette salle. Je pense qu'à partir du moment où on commence à dire « il y a des machines, regardez sur votre portable, c'est gratuit à télécharger, et essayez de lui dire « écris-moi un poème en 10 mots pour la fête des mères », et qui fait un truc que vous n'auriez jamais fait, vous dites « waouh, ça c'est super cool ».
Mais waouh, c'est super cool. Mais non, il passe des examens, puis il a le bac du premier coup. Waouh, ça c'est super inquiétant. Et je veux dire que je trouve que c'est intéressant de voir que quand on rentre dans cette histoire de IA de confiance, ça veut dire qu'on est en train de faire naître l'homo sapiens numéris. C'est-à-dire les personnes, les identités qui seront à la fois dans des données physiologiques qui leur appartiennent et qu'on a toujours protégées jusqu'à la carte vitale, et puis leurs données numériques qui feront partie de leur corpus intellectuel de demain, comme dans Harry Potter, hein, on aura un compagnon artificiel avec lequel on sera dans une relation de confiance, par définition, et qui feront partie surtout de l'intégration de ces personnes dans la société de demain. Donc je crois que le fait qu'un élément comme ChatGPT démontre l'utilité de l'IA de confiance est un élément assez déterminant de la vulgarisation de ce que vous faites. Deuxième sujet, évidemment, la cybersécurité. Je ne peux pas parler de dire « attention, Homo sapiens numéris » en disant « livre ouvert ». Livre ouvert, ça veut dire que finalement, on sait tout sur tout. Et évidemment, malheureusement, la géopolitique que nous vivons en ce moment, qui sont les conséquences de cette transformation, les blocs géopolitiques qui se ressoudent, analysez-les d'une façon assez superficielle, pas très profonde, et vous verrez qu'effectivement, ils correspondent à des schémas de pensée de sociétés qui veulent avancer dans cette modernité et de sociétés qui, au contraire, veulent au mieux ne pas bouger et au pire reculer par peur de l'avenir. Eh bien, cette cybersécurité va être déterminante pour la protection, tout simplement, de nos manières de vivre, de nos identités numériques vont découler nos identités politiques probablement demain. Il est important d'intégrer ces domaines-là et en cybersécurité, un long chemin reste encore à faire. Clairement et systémique, c'est dessus. Et puis, un autre mot que vous n'avez pas prononcé, mais que moi que j'aime bien au niveau du grand public, c'est le métavers. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que par la fantaisie qu'il a amenée, par ce côté un petit peu jeu vidéo, que je connais bien pour avoir fait ça pendant toute ma vie, qu'il a amené, il a amené une espèce d'expérience sans risque, ce qui est la base du jeu vidéo, hein, l'expérience sans risque. Je conduis une voiture à 200 km/h, je ne risque pas de mourir si je prends un platane. Je décolle un avion tout seul. S'il se crache, je resterai encore devant mon écran. Donc cette expérience sans risque qu'apporte le métavers montre bien l'importance que va avoir nos vies demain dans ce que vous avez appelé les jumeaux numériques. Et moi, je ne fais pas de distinction en ce qui me concerne sur les travaux et recherches en jumeaux numériques industriels et sur leur application dans l'entertainment. Si je fais le château de Versailles ou l'école normale supérieure, l'école exceptionnelle supérieure en jumeaux numériques, c'est tout aussi bien pour donner un cours que pour faire un escape game ou que pour réparer une conduite qui ne va pas bien. Et donc ce concept de vivre et de pouvoir switcher de réalité objective physique à une réalité virtuelle demain et d'y être en tant qu'homo sapiens numéris confortable me paraît un élément déterminant également de ce passage que vous représentez pour moi dans ces visions. Et puis bon, j'ai déjà été trop long, mais je voudrais juste vous rappeler qu'il y a un jeu derrière tout ça qui est essentiel. J'ai parlé de l'intervention de l'État sur le dérisquage économique, financier. Il y a évidemment l'intervention de l'État sur tout ce qui est du domaine du réglementaire. Comment allons-nous encadrer l'éthique de tout ça? Comment allons-nous réfléchir collectivement à ne pas trop limiter, voire frustrer la créativité, mais en même temps mettre des barrières à cette expression pour ne pas qu'elle déborde et qu'elle amène justement à des phénomènes qu'on voit déjà trop sur les réseaux, les fake news, avec les photos qui se deviennent fausses, avec les vidéos, avec l'influence qu'on peut avoir sur un certain nombre de personnes à travers ces images, comme du bon vieux temps, on disait si c'est vrai, c'est que c'est dans le journal. Aujourd'hui, quand on voit effectivement la qualité de ce qui est représenté en virtuel sur les réseaux, on se dit qu'il y a une responsabilité gouvernementale à encadrer cette information, à y mettre des normes, à venir sur ce que vous avez évoqué également, accompagner par votre science, par vos recherches, accompagner les réflexions sur la norme. Donc là, c'est le gouvernement, mais accompagné par les chercheurs, leurs observations, les industriels, pour que justement on ne tombe pas dans des caricatures de normes qui empêcheraient l'expression de l'innovation.
Donc ça, c'est la deuxième partie de l'État. Après l'accompagnement du dérisquage financier, il y a cet appartement sur la norme. Et puis le troisième, c'est qu'il faudra bien arriver à un moment donné à cette notion de souveraineté numérique. Et si je dis souveraineté numérique, c'est essentiel de l'intégrer parce que si effectivement nos systèmes d'intelligence artificielle sont basés sur des bases de données, sur des banques de données qui sont dans des référentiels qui ne sont pas de nos propres cultures, qui sont normés suivant des codes sociaux qui sont différents des nôtres. Je caricature. Si c'est le code civil américain sur lequel ChatGPT cherche à donner des conseils à une personne qui l'utiliserait dans une situation compliquée, eh bien, forcément, on va avoir des biais. Alors, les biais, au début, on saura les corriger parce qu'on dira « mais non, mais c'est le code civil américain, c'est pas comme ça, etc. » Mais si on laisse, au fur et à mesure des années, une culture numérique se développer juste autour de cultures qui sont strictement anglo-saxonnes dans leur vision du monde, notamment, mais je pourrais dire la même chose de chinois ou indiens ou ailleurs, sans aucune d'ailleurs acrimonie vis-à-vis de ces référentiels. C'est juste factuellement que nous devons, parce que c'est une caractéristique de notre pays, donc c'est une responsabilité du gouvernement, nous devons protéger cette culture millénaire dont nous ne sommes, nous aussi, que les passeurs, et qui a fait l'identité particulière de ce pays dans sa capacité à innover, vous l'avez dit, sa capacité à devenir champion du monde, sa capacité, par le fait que nous baignions dans cet environnement de littérature, de peinture, de sculpture, d'architecture quotidienne, qui nous inspire, même dans nos travaux les plus techniques, cette singularité française fera partie effectivement des éléments de bataille du gouvernement dans ce cadre de souveraineté numérique qui me paraît essentiel. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pardon d'avoir été un petit peu long, mais je pense que c'était important de vous marquer cet anniversaire par un repositionnement dans des engagements, ce qui surtout signifie que si vous restez sur la même voie, nous serons à côté de vous, et je viendrai fêter le 100e anniversaire, mais virtuellement, hein, j'aurai d'ici là logé ma mémoire dans un robot et un chat GPT, ça s'appellera d'ailleurs le chat Bibi, hein, pour Bruno Bonnel, et j'espère que vous l'accueillerez avec autant de plaisir que j'ai à être là. Merci beaucoup à tous.